Bon, petit à petit, ça se Oui, remplit. sachant que donc moi, dans le mail que j'ai envoyé, hein, je le répète aux personnes qui étaient déjà là la semaine dernière, je leur ai dit qu'ils pouvaient tout à fait nous rejoindre à partir de aller 10h40, 45, le temps qu'on puisse faire la présentation des intervenants au début. Et voilà, pour ceux qui ont déjà assisté, pour ne pas avoir à refaire. On va démarrer tranquillement alors à ce moment-là. Allez. On va démarrer tranquillement, ouais. Il est 10h30. Hein. Donc on fait comme d'habitude. Donc bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Donc en attendant qu'on récupère un peu tout le monde pour la formation, je vois déjà qui ont bien rempli. Donc le nom, le prénom, la société et le code postal. Comme ça nous permet de voir un petit peu d'où vous venez. Donc Anne Régnier déjà rempli, Séverine déjà rempli. Très bien. Donc je pense qu'on va retrouver des personnes qui étaient déjà aux présentations d'avant d'ici quelques minutes. En attendant, répéter un peu ce que sont ces lives. L'objectif de ces lives, c'est vraiment de garder un contact. Pour nous, c'est prioritaire de garder un contact avec nos clients, déjà pour essayer de répondre à leurs problématiques et puis en profiter pour une sensibilisation à quelques domaines. Alors, juste un point important, on n'appelle pas ça formation parce que c'est très difficile en 3/4 d'heure de temps de faire l'équivalent de ce qu'on fait habituellement en une journée. Donc, on est plutôt sur une sensibilisation. On aura toutes les semaines quelques modules. Et puis, en fait, on a aussi quelques clients qui, suite à ces lives, nous ont demandé d'organiser pour eux, cette fois-ci, des modules de formation, mais Et là, je fais la décomposition. des modules de formation, on va Consulte, dire, cette fois-ci, pour consulter en composants utilisant et différents coupés outils. chez ABB. Je ne sais pas qui c'est. Oui, C'est Thomas, bon, j'ai on mis t'entend les parler micros là. en muet, hein. Non, j'entendais quelqu'un parler en fait. C'est avec toi. Je ne sais pas qui Oui, c'est. Je vous l'idée, coupe c'est les que micros. on vous demande pendant les présentations de couper individuellement votre micro, comme ça évite quelques perturbations. Mais bien entendu, quand vous poserez vos questions avec le chat, Pascal reprendra la main ou quelqu'un de l'équipe CPLEC prendra la main et votre micro, vous pourrez bien entendu le réouvrir. Alors, comme on le disait, on a lancé des lives aujourd'hui sur 3 thématiques qui sont le SD, le rasage, l'IPC. Et au fil des jours, j'ose pas dire des semaines, parce que j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps quand même, mais au fil des jours, on a aussi des thématiques un peu plus générales, telles que le télétravail, la reprise d'activité, comment gérer tout ça, comment se préparer à ces choses-là. On a aussi tout ce qui concerne un peu plus technique, la gestion des énergies et les aides de l'État dans les entreprises, comment bien choisir son équipement. Et puis, on va essayer d'avancer sur des thématiques qui reviennent, le Lean, 5S, etc., mais en abordant la partie humaine, intégration des équipes, comment faire, gestion d'entreprise, etc. Vous aurez systématiquement un retour des présentations, c'est-à-dire qu'on fait un enregistrement de ces lives et vous aurez les enregistrements. Bon, le seul point, c'est que comme on n'est pas sur un module de formation standard, on présente en général qu'une partie des slides, donc vous n'aurez pas les slides. Mais si en fonction de ce que vous voyez dans les lives, des enregistrements, vous avez des attentes ou des besoins spécifiques, n'hésitez pas soit à rappeler directement l'équipe CPLEC, hein, vos commerciaux, ou alors directement Pascal, hein, vous aurez ses coordonnées. Donc voilà un petit peu très rapidement. Donc surtout ne restez pas tout seul, n'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à nous contacter. On a de la disponibilité pour dialoguer avec vous, échanger avec vous.
que vous soyez chez vous ou que vous soyez dans votre entité. On reste vraiment à votre écoute. Mélissa, je te laisse faire un petit point sur le fonctionnement général. On ne t'entend pas, Mélissa. Tu as coupé ton micro. Oui, excusez-moi, j'avais coupé mon micro, du coup je parlais dans le vide. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue aux nouveaux et rebonjour à tous ceux qui étaient avec nous la semaine dernière. Voilà, le fonctionnement reste le même. Ces lives sont vraiment des moments d'échange. C'est des lives donc d'information, comme vous l'a dit Jean-Pierre. Si vous avez des questions ou des problèmes techniques, n'hésitez pas à utiliser le chat qui est situé normalement à droite de votre écran. Voilà, pour pouvoir échanger. Voilà, le but c'est que ce soit vraiment interactif. Donc n'hésitez pas, voilà, à poser vos questions. Et voilà, je laisse la main à notre animateur. Merci. Bienvenue à tous. Hop. Donc, on va faire une petite présentation CPLEC, Movigo. On fera aussi un rappel de la semaine dernière. On va démarrer après par un petit quiz. Après, je vous présenterai donc ce qu'on appelle le test du marcheur. Je vous ferai voir aussi quel est l'appareil que j'utilise quand je fais des audits. Ensuite, on regardera quelques exemples de courbes qui sont assez intéressantes, vous verrez. Une application aussi du test du marcheur, une application qui est intéressante. Ensuite, on finira par un petit quiz final. Puis, donc, on essaie de garder le contact. Et puis, questions-réponses. Donc, je redonne la main à Jean-Pierre pour la présentation de CPLEC. Oui, alors rapidement, puisqu'il y en a certains qui étaient déjà présents, mais pour les nouveaux, pour resituer un peu CPLEC. Donc, CPLEC intervient dans l'usine de production. On a 30 ans, on a fêté nos 30 ans en 2018 et on s'appuie sur 3 activités et 3 supports. Donc, on travaille sur des expertises. On intervient dans l'usine de production pour aider notre client à optimiser, améliorer son process. Expertise, formation métier, formation qualifiante, et puis on a aussi un accompagnement transverse. Et puis derrière, on propose des solutions techniques, des systèmes d'identification comme Brady, par exemple. On est le 2e distributeur France. Donc nous, on n'a pas 150 marques, on en a plutôt une dizaine, des partenaires vraiment privilégiés et expertise, formation, solutions techniques à forte valeur ajoutée. Pour nous, c'est important. Et on s'appuie sur 3 domaines. Donc, on est au niveau du process d'assemblage de cartes, EMS, donneur d'ordre. On travaille aussi chez notre électronicien dans tout ce qui est l'identification des zones à risque. Je stocke des solvants, j'ai des produits chimiques où je dois aussi intervenir pour de la maintenance. Et puis, on travaille aussi sur tout ce qui est traitement, analyse, gestion des polluants. Polluants, c'est le brasage, hein, fumer le brasage, et puis tout ce qui peut être aussi vernis, comme on le disait, hein, vernis, point de colle, et aussi utilisation du laser pour le marquage des cartes, le marquage des produits finis. Donc, on va gérer tous ces polluants, analyser aussi, on va un petit peu plus loin, on le verra après. Pascal, voilà. Donc, on est vraiment sur l'accompagnement. Pour nous, c'est-à-dire que toujours pour comprendre le client, ses valeurs, vers quoi il veut, ses contraintes, et puis de manière à ce que le client aussi comprenne un peu qui on est, ce qu'on est capable d'apporter. Donc, comme on l'a vu, c'est diagnostic sur site, proposition de solution et accompagnement dans le temps. Alors, on est très orienté sur le laboratoire dans toutes nos approches, aussi bien sur le poste de travail, aussi bien sur l'identification des zones à risque, aussi bien sur le traitement de la pollution.
Quand on parle d'ergonomie, ce n'est pas simplement pour changer une lampe qui éclaire pas bien, c'est voir vraiment le poste de travail, l'environnement. Pour nous, ça, c'est très important. Donc, on va travailler avec les managers, avec la direction, avec la sécurité. CHSCT, pour nous, ça, c'est important. Alors, on l'a vu, accompagnement dans le temps, offre globale, expertise, solutions techniques, formation, avec un point aussi qui n'est pas négligeable, c'est ce qu'on appelle l'obligation de résultat. L'idée, c'est de vous accompagner dans votre progression et on va tout mettre en place pour que ça fonctionne. Si au bout de 2 mois, la formation n'a pas apporté les résultats, en fonction d'un cahier des charges défini, ben, on refera. Si l'équipement n'est pas conforme, on le changera. Pour nous, ça c'est important. Quelques exemples. On va travailler sur des audits de process, qualification d'alliage, des formations qualifiantes IPC, ESD. On travaille aussi sur l'accompagnement des managers dans la conduite du changement, solutions de brasage, bien sûr, tout ce qui est traçabilité poste de travail. Dernier point aussi, c'est que par rapport à notre histoire, nos clients historiques, les sous-traitants électroniques, les donneurs d'ordre, les fabricants électro, on l'a vu dans certains domaines comme l'identification des zones à risque ou la gestion de la pollution laser. Eh bien, aujourd'hui, on a des clients qui nous demandent d'intervenir. Vika, à titre d'exemple, on travaille avec eux sur toutes leurs procédures de consignation des zones à risque dans leurs 23 entités en France. On va travailler dans la cosmétique, l'agroalimentaire pour tout ce qui est marquage laser avec des thématiques sur le document unique, le recyclage des filtres usagés, donc toujours une offre à forte valeur ajoutée. Pour terminer, CPELEC, l'équipe CPELEC, c'est les salariés de CPELEC, ce sont les experts avec qui on travaille et ce sont nos fabricants partenaires. C'est une trentaine de personnes à votre disposition, France, Suisse, Belgique. N'hésitez pas, une partie de l'équipe là est présente, donc si vous avez des questions, profitez de ce moment pour nous solliciter. Merci et je passe la main à Pascal. Merci Jean-Pierre. Donc, je vais vous présenter rapidement Movigo. Donc, c'est une société de services en électronique et on propose une approche globale avec des services à la carte. On est spécialisé dans 2 domaines, le brasage manuel et l'IPCA 610, et la prévention et la maîtrise des ESD. C'est une expertise qu'on met à votre disposition dans les normes, notamment donc les normes IPC. Alors, on a vu la semaine dernière qu'il y a 300 normes, donc je ne les connais pas toutes, loin de là. J'en connais quelques-unes, qui sont notamment l'IPCL 110, où je suis traîneur certifié, la WHMA A620 et l'IPC 7711, 7721. Et pour les ESD, donc, je m'appuie sur les normes internationales, les IEC 61395-1 et 5-2, ainsi que les normes américaines, NSI S21. Donc, Movigo est membre expert de la commission de normalisation de l'AFNOR UF101, électrostatique. Et puis, on participe aussi à plusieurs groupes de travail du Comité technique international, le TCC, de l'IEC. On a une approche globale dans ces 2 domaines, donc audit, conseil, accompagnement, formation. Donc, les clients peuvent rentrer n'importe où dans ces zones. Voilà, pour la petite présentation. Donc, rappel de la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, c'était une sensibilisation. Donc, on a vu ce que c'est que l'électricité statique. On a vu pourquoi on s'y intéresse aussi. Parce que, je vous ai donné quelques chiffres aussi sur quelques événements ESD, sur la sensibilité humaine. On a vu aussi qu'il y a 3 sources de génération d'électricité statique. On a vu également quels sont les problèmes qui sont générés par les ESD et puis les normes concernées. Je vous propose un petit quiz. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'outil Converser. Alors, le test du marcheur est-il obligatoire depuis mai 2016? N'hésitez pas à répondre. Utilisez l'outil, d'accord, ne sait pas, oui.
Pour l'instant, j'ai qu'une réponse. Personne ne veut se mouiller, parce qu'il y a quand même la réponse, ça dépend. Hein. Je ne sais pas aussi. Ouais, d'autres réponses? Non? Pas trois, oui, ça dépend. Oui. OK. Eh bien, il est obligatoire. Alors, c'est vrai que selon la norme, il est obligatoire, mais dans mes formations, les formations qu'on propose pardon, avec ces collègues pour les coordinateurs, j'explique que quelquefois, on peut arriver à s'en affranchir. Alors, deuxième question, on a vu dans la semaine dernière, à combien sont estimés les coûts annuels dus aux ESD, selon les Américains. Et je vois qu'il y a un consensus sur la réponse 1, c'est tout à fait ça. Effectivement, les Américains, ils estiment à 5 milliards de dollars. Ça commence à faire une somme conséquente. Hein. Alors, combien y a-t-il de sources ESD? De toute façon, on vient de le voir dans le rappel. Bon, très bien. Effectivement, il y en a trois. Alors, comment appelle-t-on le test du marcheur en anglais? Walking test, walking dead, moonwalk. Je ne sais pas qui c'est qui a répondu walking dead, mais effectivement, c'est le walking test. Bon, ben merci. Très bien. Donc là, on va regarder ce que c'est que le test du marcheur. Donc, j'ai deux vidéos à vous présenter. Ce sont deux exemples de test du marcheur. Donc ça, c'est le King, Michael Jackson, qui va nous faire sur un moonwalk. Oui, c'est vrai que c'est difficile. Hein. Mais avec CPLEC, on propose une formation d'une journée pour vous apprendre à danser le moonwalk. Bon, je plaisante. En fait, le test du marcheur, ça ressemble plutôt à ça. Ça, c'est un pas de samba. Alors, le test du marcheur, d'où il sort celui-ci? Oui, c'est vrai, on va regarder. Donc, il est spécifié dans l'IEC 61345-1, l'édition 2. Il n'est pas exprimé clairement. Il est exprimé ici. Et la valeur absolue de la tension à travers le corps doit être inférieure à 100 volts et on doit prendre la moyenne des 5 pics les plus hauts. Donc, le test du marcheur, c'est là qu'on en parle. Ah oui, effectivement, c'est quoi ce 100 volts? 100 volts, d'où il vient? Donc, il vient de la 61345-1, des exigences de la mise à jour. Donc, le 100 volts, c'est le charge maximum généré par une personne. On ne doit pas dépasser 100 volts en valeur absolue. Alors oui, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme norme pour faire justement ce test du marcheur? Bonne question. Hein. Eh bien, ce test du marcheur est décrit dans la norme 61344-5, qui a été mise à jour en janvier 2018. Donc, la commission de la FNOR a participé. Donc là, vous avez une vue des différents participants pour la participation française. Donc, cette norme, c'est la méthode de caractérisation de la protection électrostatique des chaussures et des revêtements de sol par rapport à une personne. Alors, OK, comment on fait? Effectivement, je vais vous expliquer. Alors, avant la mise à jour, la norme disait qu'il fallait marcher avec une vitesse de 2 pas par seconde. On marchait dans la même direction en avant
en arrière sans frottement, et on marchait jusqu'à ce que la tension de crête cesse d'augmenter, ou pendant 60 secondes, selon ce qui intervient en premier. Tout le monde sait qu'effectivement, un opérateur, quand il travaille, il marche d'avant en arrière, c'est évident. Ah non, pas du tout. C'était assez loin de la réalité. Donc avec la mise à jour de 2018, on a voulu se rapprocher de ce que font vraiment les personnes quand elles se déplacent. Donc il y a un modèle de pas qui est proposé et qui ressemble étrangement à un pas de samba. Il est proposé, mais il n'est pas du tout obligatoire. Mais vous devez définir un modèle. Et donc le calcul et expression des résultats, comme on l'a vu dans les exigences tout à l'heure, c'est la moyenne arithmétique des 5 pics les plus élevés. Donc on prend les 5 pics les plus élevés, on divise par 5 et on a le résultat. Alors, il y a une chose aussi bizarre dans ce test du marcheur, parce que finalement, la position de départ, c'est le 5 et le 6. Étrange. C'est comme ça. Alors, l'appareil que j'utilise lors de mes audits, alors il existe toute une collection d'appareils, hein, avec des avantages, des inconvénients. Donc, celui que j'utilise, moi, c'est le modèle d'Iteco, qui est ici. Donc, l'appareil, il calcule automatiquement la moyenne arithmétique et il identifie les 5 pics. Elles le font tous. Possibilité de visualiser les courbes en direct, de visualiser également la tension générée, c'est l'un ou l'autre, et d'enregistrer à peu près 10 graphiques. Donc il y a une mémoire interne dans l'appareil. Et ensuite, j'ai la possibilité de les exporter sur un PC. Donc ici, par exemple, on va regarder quelques exemples de courbes qui sont intéressantes. Donc ça, par exemple, c'est le résultat que j'exporte avec l'appareil. Donc il me note donc la date, l'heure, l'humidité relative et la température. Il va m'afficher automatiquement les 5 pics et il va calculer la moyenne arithmétique. Bon, dans ce cas-là, je range mes fenêtres. C'était un sol peinture et on a fait le test, donc la personne portait des talonnettes. Alors c'est intéressant parce qu'on voit qu'effectivement, on a quand même des choses avec des pics. La talonnette, finalement, c'est pas forcément un bon outil. Souvent, je vois des sociétés donc, qui font le test d'entrée des chaussures. Le test passe pas parce qu'ils ont les pieds secs et puis ils viennent mettre une talonnette. Alors, la talonnette, l'avantage, effectivement, c'est qu'on a une lanière qui est en contact avec la peau directement, alors que les chaussures, ça passe par les chaussettes et la semelle. Et donc, on a une résistance qui est plus faible. Mais l'inconvénient, c'est qu'on a une résistance de contact sur le sol qui est beaucoup plus faible. C'est ce qui explique donc ces variations. Si on prend le même sol avec des chaussures, on a quelque chose de beaucoup plus compact, très peu de variations. Vous voyez là, la moyenne arithmétique est à moins 7,6 volts. Donc les chaussures restent quand même le meilleur outil pour se raccorder à la terre. Il y a les pieds. Ici, donc, c'est un test du marcheur qui a été réalisé sur des dalles. Donc là, le modèle qui a été utilisé, c'était vraiment le modèle qui était indiqué par la norme. On voit qu'effectivement, on a aussi quelque chose d'assez homogène avec peu de variations. Une moyenne arithmétique à moins 8 volts. À l'AFNOR, donc on a commencé à travailler, on a fait des tests en se disant que finalement, dans la vraie vie, les opérateurs aussi peuvent frotter les pieds. Et on a commencé à monter un dossier. Et je vais vous le faire voir, par exemple, on a fait un test sur le même sol, même chaussure. Si on frotte les pieds, ce qui peut arriver quand même quand on se déplace, eh bien, en gros, on génère 4 fois plus de charge. On voit que la moyenne arithmétique, là, par exemple, est passée à moins 31 volts. Donc, c'est vrai que dans la norme, ils nous préconisent de marcher sans frotter les pieds, mais dans la vraie vie, je pense qu'on frotte les pieds. Donc, c'est à vous, enfin, si vous le faites, de déterminer le modèle de pas et les conditions. Moi, je vous conseille quand même de prévoir des frottements de pieds, mais vous pourrez avoir des surprises. Hein.
Vous voyez, le facteur, là, c'est 4 fois. Pas neutre. Et puis, je me suis aussi amusé à mesurer les charges générées sur un sol isolant. Donc là, on part de zéro, hein, la personne ne marche pas, puis elle marche. Il y a eu quelques petits frottements de pieds, histoire de s'amuser. Et vous voyez, donc en marchant sur un sol isolant, on arrive à générer 800 volts, moins 800 volts. Alors j'ai une question de... Vous voyez, j'ai plusieurs questions. La première question, c'est qu'est-ce qu'un sol isolant? Un sol isolant, c'est un sol qui a une résistance de surface et transverse à la terre qui est très, très forte, supérieure à 10 puissance 11 ohms, et qui génère par frottement. On a vu la semaine dernière la triboélectricité. Donc un sol isolant, c'est ça, c'est résistance très forte, également, qui génère beaucoup de charge par frottement. Type, par exemple, un sol PVC classique, un lino, hein. Ça c'est un sol isolant. Donc voilà comment on utilise cet appareil pour réaliser le test du marcheur. Après, dans mes formations, donc j'ai eu beaucoup de questions à un moment donné sur l'efficacité des bracelets sans fil wireless. Donc je donnais mon avis chaque fois et puis j'ai vu que l'association ANSI, enfin ESDA, donc qui publie les normes ANSI et SMAVA, a fait un test et pour faire ce test, ils ont utilisé le test du marcheur. J'ai trouvé ça très efficace parce que ça parle de tout seul. Donc voilà, la personne est sur un sol qui est relié à la terre. Elle a la sonde dans la main. Et on voit déjà qu'il y a des charges qui sont faites. Voilà. Dès qu'il frotte les pieds, on voit qu'on arrive à 875 000 volts. Il n'est pas relié à la terre. Il prend un bracelet qui, lui, est un bracelet avec fil et bien relié à la terre. Donc les charges, elles tombent à zéro. Ça se décharge via le bracelet. Là, il met ce fameux bracelet sans fil. Vous voyez ce qui se passe. Donc ça vaut toutes les explications du monde, hein, c'est factuel. On voit qu'avec un bracelet sans fil, on se charge. C'est comme si on n'avait rien. Donc ne partez pas dans ces produits-là qui ne fonctionnent pas. Et je vous propose un petit quiz final. Donc n'hésitez pas à répondre aussi. Donc à quoi sert le test du marcheur? Donc s'assurer qu'une personne qui se déplace ne génère pas plus de 250 volts. S'assurer qu'une personne qui se déplace ne génère pas plus de 100 volts. Et vérifier la bonne adéquation chaussant, c'est-à-dire chaussure ou talonnette, par rapport au sol ESD. Il peut y avoir peut-être plusieurs réponses. Eh bien, exactement. Il y a bien sûr deux réponses. C'est bien sûr s'assurer qu'une personne qui se déplace ne génère pas plus de 100 volts, mais c'est aussi vérifier la bonne adéquation chaussant et sol. Alors pourquoi 100 volts maximum? C'est selon les exigences de l'UEC 5-1 ou de la 4-5. Là, j'ai peu de réponses. Ah, ça y est. OK. C'est selon les exigences de l'IEC 5-1. 4-5, c'est juste la norme qui vous explique comment faire. Les exigences,
c'est la 5-. Alors, est-ce que le modèle de PAC qui est proposé dans la norme 4-5 est obligatoire? Ah oui, tout le monde a bien saisi. Effectivement, il n'est pas obligatoire. C'est juste un modèle qui est suggéré. Donc, c'est à vous d'établir, oui, de choisir un modèle de PAC qui correspond à ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, gardons le contact, c'est important dans ces moments-là. Donc, ces PELEC, vous pouvez les joindre de différentes manières. Vous avez vu dans la première page, vous avez les coordonnées de chacun, selon vos régions, et tout le monde est disponible pour être rejoignable par Skype, WhatsApp, Teams, téléphone, mail. Et pour moi, donc par téléphone ou par mail, n'hésitez pas. Hein. Comme je disais, j'ai du temps. Et donc là, on va attaquer les questions-réponses. Alors, il y a une première question, je crois. Ouais. Alors, quand doit-on faire le test et qui? Alors, Est-ce que tu veux, Pascal, qu'on réouvre les micros des personnes du coup qui posent les questions, s'il y a des échanges oui, à avoir? oui, oui, je pense que ça peut être plus convivial, oui, tout à fait. Hop, alors, c'est donc Monsieur G. Hop, c'est bon, j'ai activé le micro. Ouais. Alors, ce test-là, on peut le faire, je dirais, il y a deux étapes possibles. La première, quand on doit qualifier les chaussures, alors le sol et les chaussures, ça peut être, enfin, c'est important de faire ce test pour vérifier effectivement. Donc, vous avez un sol qui est mis en place. Après, vous allez choisir des chaussures. Pour choisir les chaussures qui vont bien avec votre sol, c'est important d'utiliser le test du marcheur pour voir ce qui se passe. Si effectivement, on génère moins de 100 volts de charge. Et après, deuxième chose, il y a la vérification de conformité. Et ça, en général, c'est une fois par an, où il faut vérifier, parce que les chaussures s'usent, le sol s'use aussi, il faut vérifier qu'on génère toujours moins de 100 volts. Alors, le qui, ça n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que la résistance de la personne est négligeable par rapport aux résistances du sol et à la résistance de la chaussure. La résistance du sol, c'est entre 10,6 et 10 puissance 9. Les chaussures, c'est pareil, 10,6, 10,9. Et une personne, c'est 1500 ohms. Donc, vous prenez n'importe qui de préférence. Ça marche. Alors, Patrice me demande, est-ce que Pascal peut nous faire un moonwalk? Oui, oui, sans problème. Mais pas là tout de suite. Non, je m'entraîne, mais pour l'instant, j'y suis pas. Il a les lunettes déjà, c'est pas mal. La prochaine fois, je mettrai une lunette de soleil, ça sera plus adapté avec la plage. Alors, Fabrice Carlier qui me pose une bonne question. Si la résistance de la personne chaussant sur est inférieure à 35 mégohms et la résistance que l'on mesure au testeur des chaussants est inférieure à 35 mégohms, le test est-il obligatoire? Alors, ma version, c'est que dans ce cas-là, il n'est pas obligatoire. C'est quelque chose que j'explique dans mes formations. C'est lié à une ABAC qui se trouve dans le guide d'utilisation 5-2 que j'extrapole. Et à mon sens, dans ce cas-là, il n'est pas obligatoire. Et il y a d'autres cas aussi que je montre dans mes formations pour montrer qu'effectivement, le test du marcheur n'est pas forcément toujours. Alors, je parle du test de vérification de conformité. Hein. Le test pour qualifier le couple sol-chaussure, je ne vois pas d'autre moyen que de faire un test, du marcheur. Alors, j'ai Hans, mon collègue, qui travaille à l'AFNAR avec moi, lui, il dit toujours obligatoire. Alors, j'entends bien. J'ai une façon de voir les choses que j'explique dans les formations qui me paraît cohérente. Donc, je suis ouvert pour les discussions, mais je pense que ma méthode est bonne. Après, voilà. C'est vrai que dans les normes ESD, elles sont des fois, je trouve, un peu moins
précises et développées que les normes IPC, et quelquefois, donc, on peut avoir des interprétations qui peuvent être un peu différentes selon la lecture. D'autres questions? Donc, pour faire une synthèse, je dirais, si on se place sur le plan normatif pur et dur, le test, il est obligatoire. Après, dans les ESD, on parle de prévention et de maîtrise. Et je dirais que quand on maîtrise, quand on sait ce qu'on fait et qu'on maîtrise, on peut expliquer pourquoi on fait ou on fait pas. Il faut expliquer. Alors, question de Eric, peut-on avoir un sol en tôle relié à la Terre? Alors ça, j'en vois effectivement des sols reliés à la Terre. Alors, pour moi, comment dire, c'est dangereux de relier un sol en tôle directement à la Terre. Pourquoi? Parce qu'on a une résistance à la Terre qui est très faible. Et dans le cas de composants qui sont sensibles, par exemple, on n'a pas vu, ça va peut-être pas vous parler, mais au risque CDM, Charles Device Model, donc c'est un modèle qui décrit un peu le risque qu'on pouvait avoir quand on a un isolant qui a été frotté, qui est chargé et qui génère un champ électrostatique dans lequel un élément sensible aux ESD va baigner, donc on peut avoir des décharges très rapides. C'est un peu ce que j'expliquais précédemment dans le risque qu'on a entre isolant plus conducteur. Donc dans ce cas-là, la norme, elle recommande d'avoir au moins une résistance supérieure à 10 puissance 4. Donc pourquoi pas avoir un sol en tôle relié à la Terre, mais il faudrait rajouter une résistance. Et c'est pareil pour les étagères, parce que je vois des fois des étagères qui sont en tôle, on pose des éléments sensibles aux ESD. C'est pareil, il faudrait que ça soit relié à la Terre, soit par le sol. Donc là, on aura la résistance du sol qui va intervenir, donc on aura une résistance suffisamment importante pour ne pas avoir de décharge rapide. Soit on relie directement à la Terre, mais avec une résistance. D'autres questions? Ah, déjà, moi j'ai une question. Est-ce qu'il y en a dans l'Assemblée là, qui font le test du marcheur? Hans, oui. Fabrice, non. Oui, déjà fait. Florent, quand vous dites oui, déjà fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites tous les ans? Ou vous l'avez fait une fois et c'est bon? Non, car pas l'appareil de mesure. Mais ça, c'est pas un problème, c'est Pélec, ils en ont de disponibles. Et 2 à 3 fois en complément d'une mesure résistance. Ça, non, c'est Florent, oui, d'accord. Florent, 2 à 3 fois en complément d'une mesure de résistance. Donc, vous avez vu, il y a deux cas, hein. C'est premier cas, on qualifie les chaussures par rapport au sol, et ensuite on fait une vérification de conformité. Donc, on doit le faire une fois par an. Alors, j'ai eu une question, il faut que je remonte un peu. Est-ce qu'il y a une différence de résultat en fonction des saisons? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'humidité relative a un impact. C'est pour ça que vous avez vu, enfin, vous n'avez pas fait attention, mais dans les résultats des courbes, on note la température et l'humidité relative, hein. Toujours pareil, la résistance augmentant par temps sec, donc forcément, on va générer plus de charge. Donc, c'est souvent ce que je suggère quand on a un test de vérification de conformité à faire une fois par an, il faut se mettre dans les conditions les plus défavorables.
La plupart du temps, c'est l'hiver, parce que déjà l'hiver, naturellement, l'air est sec. Et puis le chauffage sèche l'air. Donc, si vous n'avez qu'un test à faire, faites-le en hiver. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc là, il y a une question qui ne concerne pas, de Patrice Clavel. Donc, c'est non, faites-nous une offre pour l'appareil. Moi, je ne vends rien, que du service. La clim sèche beaucoup, c'est vrai aussi, oui. C'est pour ça qu'il faut, j'ai dit, je suis prudent quand je parle, j'ai dit, généralement, c'est en hiver. Effectivement, en été, il y a des clims qui sèchent aussi. Donc, il peut arriver aussi qu'en été, malgré que l'ambiance générale soit quand même un peu humide, que dans les entreprises, effectivement, il y ait une humidité relative assez basse. Donc ça, c'est vous qui connaissez votre environnement, qui essayez de choisir bah, l'environnement le plus défavorable, c'est-à-dire l'humidité relative la plus basse possible, et faites-le à ce moment-là. Anne Régnier, j'ai vu, oui, effectivement, certains sites. Alors, pourquoi pas tous les sites? J'ai fait des audits bon, sur 2 sites d'Astil. Ce que j'avais recommandé, c'était vous avez des équipements, pourquoi pas vous les prêter et les faire voyager, quoi. Là, c'est complètement anti-commercial ce que je dis, là. Et je pense qu'il faut essayer de profiter et mutualiser, quoi. Alors, de Florent, peut-on utiliser le walking test sur les petits chariots d'aide en production? Pourquoi pas? Oui, j'ai jamais fait ça. En général, un chariot, on va mesurer la résistance de la structure et des plateaux à la terre. Et normalement, si on est inférieur à 10 puissance 9, on est à peu près tranquille, les charges se coulent bien. Quelquefois, il m'est arrivé de vérifier ouais, avec un champ-mètre, mais pourquoi pas? Mais enfin, je vois pas, je vois pas l'utilité de le faire. La norme, de toute façon, elle impose de mesurer la résistance des surfaces ou des structures à la terre. De toute façon, tout ce qui est chariot isolant est interdit dans une zone protégée. Est-ce que votre question, c'est par rapport à ça, de mettre une dérogation pour introduire des chariots isolants? À la limite, on peut ouvrir son micro pour qu'il Oui, s'exprime. merci. Merci, docteur. Oui, vous m'entendez? Oui, Oui, en fait, la question, c'est parce qu'on a fait une mesure de résistance et en fait, elle oui. n'était pas satisfaisante. Ah oui, Et ok. on l'a complété par une mesure de walking test. Et Oui, on a vu que dans la mesure de walking test, elle répondait aux exigences. Donc, là, vous génériez moins de 100 volts. voilà, c'est ça. Ouais, Alors, peut-être que la mesure de résistance, on n'a pas posé au bon endroit ou quelque chose comme ça, mais c'est juste pour confirmer que malgré cela, c'était compatible, le SD. c'est un mode dégradé, on va dire. Et la règle de base, c'est que toute surface sur laquelle on va poser des éléments sensibles doit être reliée à la terre, avec une résistance inférieure à 10 puissance 9. Parce qu'un chariot comme il est mobile, on ne peut pas laisser le fil. Enfin, c'est ça le problème pour le relier à la terre. Bah, Ah parce que voilà. vous avez un sol ESD. Oui, le seuil il est USD, mais Ouais, avec l'usure et le temps, il perd un peu de ses capacités. C'est pour ça qu'on fait des d'accord. mesures les ans, quoi, hein. Ok. Bah, vous pouvez très bien utiliser une chaînette pour le relier à la terre. C'est Oui, tout à fait autorisé, ça. c'était une chose qu'on avait aussi essayé. Ah Mais oui, oui. Alors, il faut la choisir suffisamment longue et un petit peu lourde pour ouais, qu'elle réalise un pour qu'il y bon ait le contact. contact. Ça ou une tresse métallique, mais après, il y a toujours le Oui, risque de marcher dessus, d'encombrement. Enfin, ouais. c'était juste pour un complément de test, hein. Mais oui, on a Oui, oui, déjà. oui, oui. Non, non, mais bon, pourquoi pas, oui, c'est pas idiot, hein. Ah ouais. Mais préférez travailler sur la résistance, quoi.
Là, je considère que c'est plus un mode dégradé. C'est-à-dire que c'est comme dans l'IPC, ça serait un peu un indicateur de processus, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, ça peut aller sur le coup, mais il faut corriger ça. Je vois ça comme ça. Voilà. D'accord, merci. Ben, je vous en prie. Une question? Ouais. Ah, merci Si vous Pascal. pensez aussi à des, pardon, à des questions après la présentation, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous appeler aussi pour échanger après le live, hein. Oui, c'est important. Ouais. C'est ce que je dis, restons en contact. Oui, je voulais, avant de repasser la parole à Mélissa qui présentera les autres lives, puisque maintenant on est parti sur un petit rythme. Moi, je voulais déjà vous remercier d'être présent. Surtout, si vous avez des questions, comme on l'a dit, n'hésitez pas. Toute l'équipe CPLEC reste à votre disposition. Donc, vous allez recevoir très, très rapidement l'enregistrement. Merci à Pascal, puisqu'avec Pascal, on va encore le retrouver cette semaine, hein, donc, puis assez régulièrement. Semaine, on va changer de paysage. Hein, là, c'était le bord de mer. Prochaine fois, tu vas nous Vous trouver voulez quoi quelque la semaine? chose. Je peux mettre la montagne, la campagne, une usine, Alors, nous, une usine, au on va chaud. attendre un peu. On va rester à la D'accord, campagne et à la montagne. d'accord. Hein. Alors, vous allez être aussi contacté par Thomas chez nous, qui va faire une petite enquête très très rapide, hein, dans l'objectif de pouvoir savoir si déjà ça a répondu un peu à vos attentes, et puis qu'on essaie de s'améliorer pour chaque live pour éviter de tomber dans une routine. Au contraire, hein, il faut que ce soit vivant, qu'on arrive pendant cette heure à échanger un petit peu. Et puis l'autre point aussi, c'est que si vous voulez qu'on vous mette en contact avec les personnes qui sont présentes pour échanger aussi entre vous, n'hésitez pas. Là, vous aurez toute l'attitude pour pouvoir échanger aussi bien avec les personnes de CPLEC qu'avec les personnes qui étaient présentes aux présentations. Mélissa, je te laisse terminer pour présenter les prochains lives. Mets ton micro. On a l'image, mais pas le son. Voilà, c'est bon là? Oui, Oui, pardon. Du coup, donc, merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à Pascal d'animer ces lives. On se retrouve encore cette semaine, mercredi et jeudi, à 14 h cette fois-ci. Donc, demain après-midi, le 8 avril, à 14 h, on parlera brasage, notamment les différents matériaux qu'on peut retrouver dans les fils, les flux, voilà. Jeudi à 14 h encore, là on va continuer la thématique qu'on avait abordée la semaine dernière, à savoir l'IPC. Et là on va partir en fait d'un cas concret que vous pouvez peut-être d'ailleurs retrouver chez vous. Comment voilà, se retrouver dans les normes IPC. Si vous êtes intéressé pour participer aux autres lives, eh ben, tout simplement, vous pouvez nous rejoindre en cliquant sur les liens qui vous ont été envoyés par mail. Si vous voulez sauter au début la partie présentation de CPLEC et de Movigo, si c'est la 4e fois que vous l'entendez, je peux le comprendre. Voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter environ 10-15 minutes après. Voilà, merci à tous et on reste à votre disposition pour continuer les échanges. Voilà, très bonne journée.